Bonjour à tout le monde, bienvenue. Merci d'être venus aujourd'hui aussi nombreux et nombreuses à cette conférence organisée par le groupe Regard Critique et avec le soutien de Lausanne-Palestine. Nous accueillons donc aujourd'hui le professeur Joseph Daher qui, comme vous le savez, certainement, son contrat a été annulé par la direction. Nous savons maintenant que c'est une manœuvre purement politique, une manœuvre qui vise à réprimer les voix critiques au sein de l'université, une manœuvre qui s'attaque à nos droits, notre droit le plus fondamental de l'expression libre et, sur le campus, et aussi l'expression en fait par rapport au monde dans lequel nous vivons, comme par exemple toutes les critiques de l'État israélien et ses agressions génocidaires contre le peuple palestinien. Donc, nous sommes aujourd'hui en soutien avec Joseph Daher avec ce cours qui remplace en fait quelque part le cours qui a été annulé, en fait un des cours qui avait été annulé vers les lundis à 16h en principe dans cette salle. Donc, c'est pour nous une réaction, c'est une prise de position par rapport à ça. Et voilà, donc nous continuerons évidemment à soutenir le combat pour la réintégration du professeur Daher. Et en solidarité avec toutes les personnes qui se font en fait réprimer dans le monde académique parce qu'ils s'expriment et parce qu'ils critiquent justement des situations inacceptables dans le monde. Donc avant de laisser la parole à notre invité, donc le groupe Regard Critique, c'est une association de l'UNIL qui existe depuis un peu plus de 35 années sur le campus et qui organise donc des événements et des actions critiques vis-à-vis de l'ordre néolibéral et inégalitaire dans lequel nous vivons, et aussi critique par rapport à l'université méritocratique et soumise à la compétitivité dans laquelle nous étudions. Donc si vous vous intéressez à ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous écrire, à nous proposer des conférences ou à nous rejoindre. Et sur ces belles paroles, je laisse Joe présenter pendant environ 45 minutes et après on aura une période de questions-réponses tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup Filippo et merci beaucoup à l'association Regard Critique pour l'organisation de cette conférence et son soutien, de même qu'à tous les étudiants et étudiantes, vraiment encore une fois, et à tous mes collègues, dont certains et certaines sont présents, et voilà pour votre soutien. Pour moi, c'est un vrai plaisir de donner ce cours aujourd'hui. Disons, le thème aurait pu être dans un de mes cours d'introduction. Je parle notamment des origines et développement des processus révolutionnaires, et notamment sur l'analyse d'événements historiques tels que des mobilisations sociales résultant dans des changements radicaux, que ce soit, on le verra, rébellion, coup d'État, révolution et autres. Et aujourd'hui, on analysera un peu comme case study, comme cas d'exemple, le cas de la Syrie, dans ce pays, est survenu un changement relativement radical. Donc la grande majorité, à part la majorité des photos dans cette présentation, sont moi qui les ai prises. Alors ça, c'était depuis ma maison, je vous expliquerai le contexte. Mais sinon, et ça fera partie de mon explication aussi de la méthodologie dans laquelle je poursuis mes recherches et dans la présentation aujourd'hui que je vais donner. Mais juste pour vous replacer un contexte historique. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise le dimanche 8 décembre à 9h du matin. Et c'est écrit la grande révolution syrienne est victorieuse, où le régime criminel de Assad a été renversé. Ça, c'était sur la chaîne officielle nationale syrienne qui donnait les informations du régime syrien, la propagande et autres, à partir de le matin. Quelques heures auparavant, Bachar el-Assad avait quitté la Syrie, ou avait plutôt fui la Syrie en jet à Moscou, un de ses protecteurs, où il se trouve toujours. Donc, c'est juste pour vous replacer, voir cette photo. Cet écran de télévision, déjà le dimanche 8 décembre, était quelque chose d'assez exceptionnel. Et il faut savoir, je ne reviendrai pas en détail, on pourra reparler dans la discussion, mais pourquoi on parle d'un changement radical dans le cadre de la Syrie? C'était une famille à la tête d'un État depuis 54 ans, de Bachar el-Assad à Hafez el-Assad, son père, et c'est notamment un des termes
qui avait été inventé par le sociologue égyptien Saeddin Ibrahim, avait parlé de Jumnoukiye. Jumnoukiye, c'était un mixte en arabe de Jumhuri et Mamlaka, ça veut dire république et monarchie, pour caractériser le régime Assad, vu que c'était soi-disant une république dans laquelle le père avait donné au fils le pouvoir. Maintenant, avant de caractériser ces événements, un peu de méthodologie. Vous verrez, ça c'est aussi des photos que j'ai prises à Damas et je vous expliquerai leur contexte. D'abord, comment je poursuis mes recherches, mon analyse, d'où elle se base, bien sûr sur la diversité de la littérature académique, qu'elle soit de politique de développement, de l'économie politique, sur l'histoire contemporaine de la Syrie, mais plus généralement du Moyen-Orient, parce que la Syrie ne peut pas être isolée des dynamiques politiques régionales, mais également internationales, donc une diversité des sciences politiques, de la sociologie politique et autres. Mon analyse est basée sur une analyse matérialiste de l'histoire, qui est présente également dans la littérature académique et qui fait partie également, selon moi, d'une théorie de compréhension de l'histoire absolument essentielle. La diversité des sources, primaires, secondaires, interviews, depuis que je travaille sur la Syrie, qui date même avant, disons, mon parcours académique, j'ai, disons, bénéficié du fait que je peux avoir accès de tout un certain nombre de diversité de sources, que ce soit directement les journaux syriens, la télévision syrienne, mais également des interviews. Il est certes, pendant 14 ans, je n'ai pas pu rentrer en Syrie, donc la majorité des interviews qu'on faisait dans le cadre de mes recherches, qu'elles soient académiques, professionnelles et autres, étaient généralement faites dans le cadre d'entretiens physiques, mais en dehors de la Syrie, que ce soit par exemple des pays avoisinants, Liban, Jordanie, Égypte particulièrement, ou par différents moyens, téléphone, WhatsApp, Zoom et autres versions électroniques, disons. Mais ce janvier, j'ai pu refaire des interviews, entretiens personnels, des réunions à l'intérieur de la Syrie, et j'y reviendrai par la suite. Bien sûr, la localisation, entre guillemets, le background du chercheur ou de la chercheuse est importante. Il ne faut pas nier que, voilà, j'ai d'origine syrienne, j'ai aussi une relation personnelle à ce pays, aux événements qui se sont passés, pour lesquels j'ai pu à la fois y participer de manière familiale, donc, par exemple en faisant sortir mon père à la fin 2012 de Alep, qui était divisé en deux à ce moment-là, ou bien en accueillant des personnes de ma famille ou des amis qui fuyaient la Syrie, mais également de manière, je dirais, plus militante, et ce n'est pas quelque chose que je cache, je crois, mais qui contribue à ma recherche, qui contribue, je pense, à la recherche à la diversité, à la richesse de ma recherche, et qui me permet de rencontrer aussi tout un nombre de réseaux de chercheurs et de chercheuses, de militants, de personnes investies sur le terrain local ou extérieur, mais dans le cadre syrien. De même que mon expérience professionnelle, je multiplie aussi des contrats avec des ONG syriennes, des organisations internationales ou parfois des agences des Nations Unies pour du travail de terrain, ou bien c'était dans les pays alentours, mais ou bien du travail de recherche également. Tout cela contribue à mes recherches et à essayer de me donner la meilleure perspective de compréhension ou de chercher, de comprendre au mieux les dynamiques dans ce pays. Et aussi, ma présentation est basée sur 10 jours passés en Syrie, du 5 au 15 janvier, avec différentes villes, la capitale Damas, mais également au sud, et j'y reviendrai aujourd'hui, c'est relativement important de parler du sud de la Syrie, avec les menaces du Premier ministre israélien d'une zone de démilitarisation, en plus d'avoir étendu son occupation sur tout le sud de la Syrie. Donc j'ai pu aller à Soueda, qui est une majorité, qui est peuplée par une majorité d'une minorité islamique, qui s'appelle les Druzes, qui est présent en Syrie, au Liban, en Palestine, et en partie un peu en Jordanie, pas beaucoup, et qui est en dehors, on y reviendra par la suite, de l'autorité du gouvernement central actuel, de Hayat Tahrir al-Sham. J'ai également été à Alep, et là, si pour une fois on peut m'accuser de manque d'objectivité, c'est parce que je suis originaire de cette ville qui est la plus belle du monde, sans aucun doute, où j'ai passé 2-3 jours également, et qui est la ville qui a le plus souffert de la guerre, en termes de destruction,
et j'y reviendrai par la suite. Et j'ai fait des petites visites en passant quelques heures à la ville de Homs, qui a également énormément souffert de destruction et de déplacement de population, et une autre ville, Hama, où je suis passé par pour encore quelques heures, et qui est intéressant parce que c'est la première fois dans l'histoire de la ville que sa population a pu, alors, pas célébrer, mais commémorer le massacre qui a été commis en 82 par le régime syrien, où il y a eu plusieurs milliers de morts dans la ville. Certains parlent de plusieurs dizaines de milliers, mais une grande partie de la ville a été détruite. Et c'était la première fois dans l'histoire de cette ville, depuis 82, qu'elle a pu commémorer de manière libre ces martyrs, comme ils les appellent, ou ces morts. Rencontre, alors pendant ces 10 jours, au contraire, mon frère, au retour, il me demande alors comment ça reste toujours très bon, la nourriture et tout. Je lui dis honnêtement, je n'ai pas passé beaucoup de temps à faire des grands repas, mais c'était vraiment 2 à 4 réunions par jour, individuelles ou en groupe, participation à des débats également, des réunions de ce type dans le soir. Donc ça, c'est par exemple, sans vous donner des noms parce que vous n'allez pas forcément connaître, il s'agit de militants, d'activistes, de personnes travaillant dans des ONG et autres, qui venaient, une grande majorité, alors la grande majorité du nord de la Syrie. Donc pour eux, c'est quand la chute du régime, le 9 décembre, ils ont pris leur voiture et ils sont arrivés jusqu'à Damas en quelques heures. Alors que c'était 2 régions qui étaient impossibles d'arriver en voiture quasiment. Il faut juste se rendre compte, des régions du Nord sont arrivées. Vous avez une journaliste aussi, vous avez une personne aussi qui est issue du Sud, de Koneitra, qui aujourd'hui, une partie est occupée par l'État d'Israël. Et vous avez un étudiant, ou d'ailleurs, de manière très intéressante, vous avez toute une dynamique là qui est en train de se passer par une partie de la réunification de la Syrie, même s'il y a des régions qui restent en dehors de la zone du régime. L'étudiant qui prenait la photo disait qu'ils étaient en grève pour être demandé que leurs universités rejoignent l'autorité centrale. Pourquoi ? Parce que la majorité des universités au nord de la Syrie sont privées, coûtent quand même entre 500, 700 dollars à 2000 dollars, et aussi leur cursus n'est pas reconnu complètement au niveau international. C'est simplement reconnu en Turquie. Donc vous avez accès surtout, si vous voulez aller plus loin dans leurs études, en Turquie, mais pas au niveau international. Et c'était très intéressant de discuter de ces différentes dynamiques au sein, après la chute. Dans les rencontres que j'ai faites, il y a des membres d'associations, par exemple de gens qui étaient tout simplement, qui encouragent le débat. J'ai participé à un débat entre des gens à Alep qui étaient sous contrôle de l'opposition et qui avaient dû fuir après le retour du régime, et des gens qui étaient restés, mais qui étaient ouverts au débat. C'était un débat très intéressant, notamment. Comment caractériser la période que ces gens vivaient ? Certains disaient, la révolution commence maintenant. Alors, ceux qui avaient participé à la révolution depuis 2011 n'étaient pas très d'accord, évidemment. Et voilà, il y avait ce genre de débat, mais qui est très très intéressant. La perception de l'autre. Voilà, nous, on écoutait la majorité, c'était les sources des médias. Pour nous, vous étiez des terroristes. Ouais, mais pour vous, nous, on croyait que vous étiez tous des shabiha, ça veut dire des voyous du régime. Et autres. Donc, c'était des débats très intéressants. Ou bien, à Soueda notamment, j'y reviendrai, c'était des militants qui venaient du Nord, qui rencontraient des militants du Sud, où leur débat, leur compréhension, et aussi travailler sur les tensions confessionnelles qui peuvent exister. J'y reviendrai. Dans mes rencontres, bien sûr, c'est aussi, j'allais au niveau professionnel. J'ai rencontré des membres, par exemple, de UNDP, qui sont en plein changement. Il y a des différentes politiques. Il y a aussi des combats à l'intérieur de quelle orientation de développement. C'est aussi une scène de rapport de force, des économistes, des membres de la société civile, journalistes, étudiants, étudiantes. Ça, c'était, bon, comme d'habitude, les étudiants, étudiantes, disons, qui s'engagent quelque part, c'est toujours de manière très intéressante, comme ici. Mais là, pour moi, c'était absolument, je veux dire, c'était ce qui m'a parmi le plus marqué, parler avec des étudiants et étudiantes d'université qui sont en train de créer des associations politiques et autres diverses, de parler avec des gens qui avaient 20 et 22 ans, qui, quand la révolution a commencé, avaient 8-10 ans. Et alors, je leur demandais, mais alors, comment vous avez rejoint les objectifs, ou comment vous avez vu la révolution et tout. Donc, c'était comment ils sont arrivés dans les zones sous régime. Et aussi des anciens avec qui j'étais en contact politique parfois depuis 14 ans, 13 ans. Donc ça, c'est, je peux dire son nom parce qu'il est relativement
connu sur la scène politique syrienne, il joue un rôle, c'est Mounif Moulhem, qui a passé 16 ans en prison. 16 ans en prison, et qui est actif aujourd'hui avec les jeunes d'une petite ville qui s'appelle Jaramana, dans la banlieue de Damas. 16 ans en prison, il était issu du parti de l'Action communiste. Durant la Révolution, il a de nouveau passé 6 mois en prison. Et qui a aussi, au-delà de la Syrie, qui a participé par exemple à la Révolution en Oman, dans la fin des années 60, début des années 70, un parcours politique, militant absolument incroyable, et qui participe aujourd'hui à former aussi une nouvelle génération de militants, militantes, et avec qui on apprend beaucoup, et aussi les dynamiques locales et autres. Donc voilà, ça fait partie de la diversité de ma méthodologie, de rencontres différentes, de chercheurs, mais également de militants, et de diversité en fait de lieux, hein, quand vous êtes, que ce soit dans les locaux des Nations Unies, que vous êtes dans un cadre professionnel, puis après vous allez en fait à quelques quartiers à côté, puis vous retrouvez le soir en train de boire du thé, fumer narguilé, pendant quelques heures pour les débats politiques, pour en savoir plus, comment ça se passe dans le Nord et autres, et ça fait partie de la richesse, je pense, de la recherche, de manière générale, pour essayer d'avoir une meilleure compréhension. Maintenant, comment analyser et caractériser la chute du régime syrien ? Et ça, c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui, en termes également de l'histoire contemporaine, de sciences politiques et autres. Au niveau des théories de sciences politiques, les différentes approches de l'histoire et de la science politique ont étudié les éléments tels que rébellion. Rébellion, c'est par exemple la grande révolte syrienne de 25 à 27 contre le mandat français, ou bien la grande révolte palestinienne de 36 à 39 contre le mandat. Mais c'est des rébellions, des révoltes qui ne mènent pas à des changements de régime. Vous avez des mobilisations sociales, politiques très très importantes, populaires, mais qui n'arrivent pas forcément à un changement ni politique ni social. Vous avez des coups d'État militaires qu'on a particulièrement connus dans la région, le coup d'État en Égypte de Nasser, ou le Baas en 63 en Syrie, en Irak, qui ne sont pas des mobilisations populaires par en bas massives, mais qui peuvent avoir des changements à la fois politiques et socio-économiques radicaux. Quand vous regardez la Syrie et l'Égypte, c'est des nouvelles élites politiques qui sont arrivées au pouvoir, avec des conséquences sociales et économiques très importantes, où les anciennes, entre guillemets, élites, généralement féodales ou semi-féodales, sans rentrer dans différents débats, ont été remplacées par une nouvelle élite politique. Au sein des révolutions, et c'est souvent dans ces genres de coups d'État, on parle de révolution d'en haut, où vous avez un changement radical quand même, relativement, des élites économiques et politiques, et au niveau des structures sociales. Mais au sein des révolutions, vous avez aussi différentes formes de révolution. La révolution politique, vous avez simplement un changement des élites politiques. Vous avez les révolutions sociales qui sont beaucoup plus radicales, qui est un changement à la fois de l'élite politique, mais également des structures socio-économiques. Et vous avez des formes que souvent j'ai employées dans mes cours de processus révolutionnaire, qui permet de, en fait, faire un mélange des genres, entre guillemets, où on est à la fois dans un processus de mobilisation populaire par en bas très large, ce qu'on a pu contester, qu'on a pu voir dans un certain nombre de pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à partir de 2011, mais où le changement, qu'il soit politique ou socio-économique, est relativement limité. Donc il y a cette double nature qui fait que c'est des processus ouverts. Et dans ce cadre-là, comment caractériser la chute du régime Assad ? Ce n'est pas en soi à la suite, si on veut, sur le temps long, oui, c'est à la suite d'accumulation de luttes, à la fois civiles, militaires et autres, mais ce n'est pas des mobilisations populaires sur plusieurs mois qui ont mené, par exemple, à la chute du régime Assad. C'est des accumulations de luttes, mais aussi en même temps, est-ce que c'est une révolte militaire ? Parce que c'est profondément un groupe militaire qui a mené une offensive militaire pendant 3 semaines et qui a mené à la chute. Mais en même temps, dans cette offensive militaire, il y a eu à un moment donné également une dynamique populaire. Parce qu'à mesure que les groupes de l'opposition armée, on y reviendra par la suite, Hayat Tahrir Sham, l'armée nationale syrienne, s'approchaient de Damas, le régime syrien dans le sud se retirait de certaines régions, les populations sortaient, manifestaient, détruisaient les portraits de Assad. Donc il y avait aussi cette dynamique. Donc on trouve dans la caractérisation de la chute du régime syrien différentes dynamiques.
différentes caractéristiques, qu'on pourrait parler à la fois de la révolte dans le sens militaire, la caractéristique militaire. On a de facto un changement de l'élite politique, mais on n'a pas encore un changement des structures socio-économiques. Et on a une mobilisation populaire, mais à la fois pas complète. Donc ce qui fait qu'on a ces différentes caractéristiques dans la chute du régime syrien, et qui est due principalement à deux raisons principales, qui étaient à la fois que le régime syrien n'avait plus du tout, même le minimum de soutien populaire, que les soldats de l'armée syrienne ne voulaient pas défendre un régime pour lequel ils touchaient moins de $20 par mois, alors que pour vivre à Damas avec une famille de 5, il vous faut un peu moins que $700. D'accord ? Un taux de pauvreté de 90%. Il n'y avait plus aucune popularité, même minimum, au sein de... Donc, et il faut juste savoir, l'offensive militaire des groupes de l'opposition armée, il y a 300 morts. Alors, c'est toujours 300 morts de trop. Mais pour une chute d'un régime, c'est relativement peu. Il y a eu très peu de combats. Les gens ont bien abandonné les tanks, ou bien abandonné leurs habits militaires et autres. Et la deuxième raison, donc c'est pour ça que le régime Assad est tombé comme un château de cartes, et la deuxième raison, c'est que vu qu'il n'avait plus du tout de soutien, il était dépendant depuis des années de l'aide extérieure, particulièrement Russie, Iran et Hezbollah, qui ont été affaiblis pour leurs propres raisons. Russie qui a mené une guerre impérialiste contre l'Ukraine. Et ensuite, l'Iran et le Hezbollah qui ont été très affaiblis par les guerres israéliennes. Maintenant, quels sont les défis ? Aussi, il y a eu tout de suite ce débat. Et ce qui est intéressant aussi au niveau des débats des sciences politiques, de l'histoire contemporaine du Moyen-Orient, après la chute du régime, certaines, que ce soit des militants ou bien des chercheurs ou chercheuses, ont parlé de la menace de l'ancien régime. Est-ce que nous allons suivre le scénario égyptien ? Pour rappel, le scénario égyptien, c'est l'élection après la chute de Moubarak en 2011, février 2011. D'abord, il y a un processus durant lequel il va y avoir des élections à la fois législatives et présidentielles qui vont amener au pouvoir le mouvement des frères musulmans. Et il va y avoir un coup d'État en juillet 2013. Je vous passe toutes les raisons, les dynamiques internes de l'Égypte, mais les militaires reviennent totalement à la surface et recontrôlent jusqu'à aujourd'hui par la personnalité de Sisi. La différence, c'est qu'en Égypte, les militaires n'avaient jamais quitté le pouvoir, ont toujours été le centre du pouvoir, même lorsque les frères musulmans étaient au pouvoir. Ou étaient, en tout cas, Premier ministre et président, le cœur du pouvoir, c'était le haut commandement militaire. Il ne l'a jamais quitté. Tout de suite, ces débats ont commencé à émerger fin décembre déjà en Syrie. Moi, j'ai écrit avant d'arriver en Syrie que le scénario égyptien n'était pas possible en Syrie, parce que là, on revient à l'analyse de la nature des régimes. Pourquoi ? Le régime syrien, lorsque le régime Assad est tombé, il ne restait plus rien. Les centres de pouvoir qui constituaient le régime syrien ont disparu. Dans le sens où, et c'est là la différence, je pense, entre le cas égyptien et syrien, le cas égyptien, même s'il y avait une volonté, et d'ailleurs ça avait créé des dynamiques de tension entre le président Moubarak et une partie du haut commandement militaire, avant 2011, Moubarak essayait de faire venir son fils au pouvoir. Mais cela a déjà été refusé par une partie du haut commandement militaire qui avait un gros pouvoir. Et donc cette transition vers une nature d'un régime complètement patrimonial, complètement contrôlé par un petit groupe de personnes, n'était pas arrivée en Égypte. Le cœur du pouvoir était encore au sein des militaires. En Syrie, la transition d'un régime patrimonial, c'est-à-dire complètement une privatisation de l'État par un petit groupe de personnes, était passée depuis le milieu des années 2000. Bachar el-Assad, avec son frère et sa femme, et jusqu'à 2019 son cousin, que même lui ils ont viré, étaient les centres de pouvoir, politique, économique et militaire. Si vous voulez, même l'armée syrienne n'avait pas une réelle existence. Le cœur du pouvoir militaire, c'était la 4e brigade, contrôlée par Maher Assad. Tous ces acteurs, le 8 décembre, étaient en dehors de la Syrie. Il n'y avait plus d'armée syrienne. Il n'y avait plus de services de sécurité. Et voilà. Donc ce qui fait qu'un retour de l'ancien régime, il n'y avait plus ces capacités de centre de pouvoir étaient présentes pour revenir. Et donc c'est là où je viens au deuxième, pour moi, le principal défi, qui est le pouvoir de Hayat Tahrir al-Sham, l'organisation qui est maintenant au pouvoir, qui est issue initialement d'un groupe djihadiste qui s'appelait Jabhat al-Nusra.
On aura la chance, et je fais un peu de pub maintenant parce que super institut, qui feront une conférence, je vous invite à venir, c'est le mardi 11 mars, si je ne me trompe pas, à 5h, 6h, 6h, vous aurez toutes les pubs, avec deux professeurs, Patrick Henny et Jérôme Drevon, qui viendront parler de leur livre, qui parle sur Hayat Tahrir al-Sham, dont j'aurai le plaisir de discuter le livre. Donc vraiment, je vous invite à venir à cette conférence, parce qu'ils viendront, c'est des gens qui ont travaillé sur le terrain, par leur travail, ils font des allers-retours en Syrie depuis des années. Donc en plus, ça serait très intéressant. Je ne suis pas forcément complètement d'accord avec Patrick Henny, que c'est un ami et que j'aime beaucoup, sur Hayat Tahrir al-Sham. Mais il vous expliquera en détail son évolution et autres, qu'il a analysé depuis des années. Donc vraiment, je vous invite à venir le mardi 11 mars, il faut bien noter. Cela sera élu ici à l'Institut. Donc, Hayat Tahrir al-Sham est passé, organisation djihadiste. Je dirais aujourd'hui, c'est une organisation qui s'inscrit dans un cadre national, plus du tout transnational djihadiste, et qui cherche à consolider son pouvoir de manière autoritaire. Mais vraiment, je vous invite à venir à cette conférence pour qu'on aille plus en détail là-dessus. Un des aspects qui montre cela, je pense, c'est... il y a probablement un nouveau gouvernement qui va être nommé la semaine prochaine, le 1er mars normalement, mais là, le premier gouvernement qui a eu lieu après la chute du régime, ils ont amené tous les ministres qu'il y avait à Idlib, copy-paste, pour Damas. Tous des hommes d'une confession et d'une ethnie, avec une seule femme qui était en charge, bien sûr, des affaires des femmes. C'est ironique, hein, c'est pas pour dire, je suis bien sûr pas d'accord. Avec des discours, à bien des égards, très conservateurs. Okay, qui a mis en place une nouvelle armée, qui est maintenant plus, c'est une armée, c'est une armée professionnelle, pardon, mais pour l'instant, qui est dirigée par ses principaux commandants et qui a des problèmes d'inclusivité, on va dire, parce que quand vous voulez rentrer maintenant dans la nouvelle armée, il faut suivre des cours de religion islamique selon leurs préceptes, alors que la Syrie est diverse et multiple. Ils ont fait un nouveau service de sécurité, qui est le bras droit qu'on appelle maintenant Ahmed el-Shareh, avant Abu Mohammed Jelani, qui a fait ses écoles avec lui depuis les années 2000 en Irak. Ils prennent des décisions, on reviendra là-dessus, sur l'économie, qui remettent en cause la souveraineté de la Syrie, notamment au-delà des problèmes de fond qui sont les privatisations, mais par exemple, il y a privatisation potentiellement des aéroports, des ports et réseaux de transport. Donc il y a tout un certain nombre de choses qui montrent les problèmes au niveau de l'inclusivité. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le début officiellement de conférence nationale du dialogue, qui a été lancée, qui avait été initialement prévu 4-5 janvier, qui a été reposée aujourd'hui. Des amis à moi étaient invités pour participer aujourd'hui, ils ont reçu leur invitation hier. Ils habitent à Berlin, ils habitent dans d'autres pays, donc vous devinez bien que pour un certain nombre, ils n'ont pas pu y assister. Pourquoi il y a un problème aussi dans cette manière de vouloir consolider par en haut? Il y a des thèmes, c'est en une journée, par exemple, on va parler de la justice transitionnelle dans ce groupe pour 2 heures. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de programme qui a été, on ne sait pas comment les personnalités ont été choisies. Et donc c'est le problème depuis le début, c'est que Hayat Tahrir al-Sham décide de tout et que les gens sont à la réception. Il n'y a pas de participation dans le cadre décisionnel et autres. Des autres défis pour ce gouvernement, c'est la reconnaissance régionale et internationale. Mais ça, ils avancent relativement rapidement, avec un certain succès. Donc, juste pour rappel, Hayat Tahrir al-Sham est considéré officiellement comme une organisation terroriste par les États-Unis, la Turquie et l'Union européenne. Voilà, il y a son principal parrain qui est aujourd'hui la Turquie, mais aussi de l'Arabie Saoudite. Il y a une volonté de enlever les sanctions, notamment sur différents pans de l'économie, ce qui a été fait aujourd'hui par l'Union européenne, et je trouve que c'est très très bien, notamment sur tout ce qui est bancaire, énergie et autres, qui sont problématiques pour un recouvrement économique, j'y reviendrai. Mais donc la reconnaissance régionale et internationale avance, mais pas aussi rapidement qu'eux-mêmes le voudraient. Mais surtout, il y a des défis au niveau des continuations d'occupation et de présence étrangère.
Donc je vous ai dit, aujourd'hui, la Turquie est le principal acteur en Syrie. Il y a même déjà des possibilités de conclure un accord de défense militaire dans lequel la Turquie jouera un rôle principal dans la formation de la nouvelle armée, mais également d'octroyer des bases militaires turques à l'intérieur de la Syrie. La Russie dispose toujours de ses bases militaires, mais la Russie est déjà avec des signes avant-coureurs de par des nouveaux groupes au pouvoir, a une certaine, disons, un certain pragmatisme envers la Russie. La Russie a toujours ses bases militaires, mais ça c'est une carte de pression qui est utilisée par les Européens et les Américains pour enlever complètement les sanctions, c'est qu'ils ne veulent plus voir les bases militaires russes en Syrie, qui sont là depuis des décennies. Mais il y a des rencontres qui sont faites entre les deux acteurs, ce qui n'est pas le cas par exemple avec l'Iran, où les relations sont beaucoup plus tendues. Finalement, au niveau de l'occupation, le jour d'après de la chute du régime Assad, Israël a conquis de nouveaux territoires syriens, tout le plateau du Golan et une partie du sud de la Syrie, et a détruit tout un certain nombre d'infrastructures militaires, la flotte militaire syrienne et autres. Hier, il y a eu des déclarations, une volonté de démilitarisation totale du sud de la Syrie. En réaction, il y a eu des manifestations organisées dans différentes régions du sud de la Syrie, que ce soit à Soueda, à Deraa et à Konaitra, refusant cela. Il y aura aussi des manifestations organisées, je regardais juste avant, des amis à moi m'envoyaient des appels dans différentes villes syriennes pour protester contre cela. De manière relativement intéressante, le nouveau gouvernement et Hayat Tahrir al-Sham a eu une posture envers l'État d'Israël, surtout pour gagner les bonnes, je pense, une bonne vision par rapport aux Européens, aux États-Unis, a eu un discours très calme, on va dire pour le moins, ou très pas du tout hostile envers l'État d'Israël, en disant on n'a pas du tout les capacités militaires. Même le gouverneur de Damas a dit on cherche même des bonnes relations, où nous ne constituons pas un danger envers nos voisins. Le message était relativement clair, c'était envers l'État d'Israël. De même que cette volonté d'apparaître comme réellement pragmatiste, de bonnes relations avec les États voisins, c'est aussi remarqué par, et ça vous avez aussi des comparaisons au niveau historique relativement intéressantes, la première visite à l'étranger du nouveau président, qui s'est quasiment autoproclamé, ou par ses propres commandants militaires qui l'ont proclamé comme président. Son premier voyage à l'étranger, c'était l'Arabie Saoudite. Et ce qui rappelait la tentative de Morsi aussi. Morsi, président égyptien issu des Frères musulmans, sa première visite à l'étranger, c'était l'Arabie Saoudite. Sachant que si vous avez l'acceptation de l'Arabie Saoudite, c'est une porte ouverte vers une légitimation des autres régimes arabes. Et dans lequel il a dit, maintenant nous ne sommes plus dans donc le président actuel a dit, nous ne sommes plus dans la phase de la révolution, mais de la construction de l'État. En d'autres mots, nous ne sommes plus dans une perspective, nous ne sommes pas dans une perspective, d'exporter, entre guillemets, l'élan révolutionnaire vers d'autres pays, mais voilà, d'être un acteur stable, de stabilité pour la région. Un autre indicateur de cela, c'est qu'au sein de l'armée syrienne actuelle et de Hayat Tahrir al-Sham, donc de la nouvelle armée, vous avez un certain nombre de personnes de nationalité étrangère. Notamment un membre de Hayat Tahrir al-Sham, qui est égyptien, le 25 janvier a lancé, nous allons un nouveau dit mouvement ou une volonté de révolte en Égypte le 25 janvier. Le jour d'après, il a été emprisonné par Hayat Tahrir al-Sham. Depuis, ses allées et venues ne sont pas vraiment très connues. Mais c'est pour donner des indications, nous sommes un acteur pragmatique, nous sommes prêts à garantir la stabilité régionale. C'est le maître mot qui est envoyé par Hayat Tahrir al-Sham. Un autre indicateur dans cela, dans cette volonté de faire partie en fait, de cette stabilité internationale, c'est l'invitation qui a été donnée au ministre des Affaires étrangères de Hayat Tahrir al-Sham au Forum de Davos, qui est quand même le symbole de l'élite internationale, mondiale et autres. Et bon, c'est relativement ironique que le débat qu'a pu avoir le ministre des Affaires étrangères issu de Hayat Tahrir al-Sham, donc historiquement, issu quand même, ses origines, c'est Daesh en Irak, après 2003. Il était en débat avec l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, criminel de guerre connu, qui a participé et qui était Premier ministre à l'époque de l'occupation
de l'Irak. Donc c'était relativement ironique quand même de les voir les deux ensemble à cette table à Davos. Donc il y a des défis et présence étrangère, bien évidemment. Un autre défi, c'est la question de la justice transitionnelle et des campagnes sécuritaires qui sont menées et qui augmentent les tensions confessionnelles. Donc ça, c'est quelque chose, on m'a beaucoup demandé en Syrie quand j'ai été, est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de checkpoints entre les villes? Relativement peu. Vous allez de Damas à Homs. À Homs, vous avez des checkpoints. Vous traversez la ville, mais Hama aussi, vous traversez jusqu'à Alep. Il y a très peu de checkpoints. Par contre, à Homs, qui est une ville, il faut savoir, qui a eu des très grandes tensions confessionnelles en 2012-2013, entre particulièrement les quartiers sunnites et alaouites. Vous aviez des combats très durs. Il y a eu, des choses, des meurtres et autres, des assassinats. Là, il y avait énormément d'une présence sécuritaire très importante entre les quartiers alaouites et autres. Et il y a des campagnes sécuritaires qui sont menées par les nouveaux chefs de Hayat Tahrir al-Sham, où vous avez des kidnappings et des assassinats, comme on dit, sur la base de la carte d'identité, la confession de la personne. Donc vous avez à peu près 150 à 200 individus de confession alaouite entre la banlieue de Homs, ou la campagne de Homs, comme on dit en arabe, et les campagnes rurales de la côte syrienne, où vous avez eu un certain nombre de violations de droits humains commis par les services de sécurité Hayat Tahrir al-Sham, ce qui fait augmenter les tensions confessionnelles dans le pays. Et aussi, c'est un vrai débat, la justice transitionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, justice transitionnelle? Tous ceux qui ont commis des crimes, notamment les hauts commandants, doivent passer par un tribunal. Ce que pousse beaucoup une partie de la société civile. Bien sûr, ces personnes n'ont pas été reçues par le nouveau président, Ahmed Shareh, Jolani, tout simplement parce que leur slogan, c'est tous ceux qui ont commis des crimes doivent être jugés. Donc, Assad et ses sbires, mais aussi des groupes armés de l'opposition. Bon, Ahmed Shareh, étant Jabhat al-Nusra, Hayat Tahrir al-Sham, ont aussi commis des crimes et contre des membres de l'opposition, contre des autres membres de groupes armés de l'opposition, etc., n'a aucun intérêt de voir la justice transitionnelle mise en pratique. Donc ça aussi, c'est des grosses tensions. Et qui empêchent une activité politique dans ces villes. À Homs, jusqu'à récemment, c'était très compliqué de tenir une conférence. Il y a eu une conférence tenue par et ceux qui essayent de travailler le plus pour ce qu'on appelle Salam Ahli, c'est-à-dire la paix civile, ce sont des militants locaux, et des jeunes, et des moins jeunes, qui essayent de mettre les deux communautés ensemble, de parler des problèmes qu'il peut y avoir. Ils ont fait une conférence récemment, c'était il y a 1 ou 2 semaines, dans un hôtel de Homs. Mais c'est très intéressant, regardez. Ça, c'est une photo que j'ai prise à Alep, et qui dit parce que la Syrie est grande et elle n'appartient pas à Assad. Il faut savoir que le slogan des partisans du régime, c'était « La Syrie est à Assad ». C'est la Syrie des Assad. Donc ça, c'est quelque chose qui revenait souvent. Il reste 10 minutes. Ouh là là. Non, on y arrivera, Inch'Allah. Défini économiques et sociaux. Ça, c'est une photo que j'ai prise d'une des places centrales de Damas. Ça, c'est la banque centrale syrienne, qui le lendemain a été en partie dévalisée. Alors, d'abord, elle a été dévalisée par Assad, qui est parti apparemment avec 250 millions de dollars à Moscou, juste pour être sûr que tout allait bien, mais par certains groupes armés. Et donc maintenant, ils ont mis Vous verrez un peu le drapeau syrien un peu partout. Et il y a quelque chose qui est absolument incroyable. Il faut juste se rendre compte. En Syrie, quand vous voyez des photos avant, il y avait des portraits de Assad quasiment partout. Partout. Et là, 1 mois après, ils ont fait un travail de nettoyage absolument fantastique. Et de repeindre, etc. Et c'est assez marrant parce que selon les régions où on va, qui sont un peu plus isolées, campagne rurale, que les villes, il y a encore des portraits de Assad qui ne sont pas complètement cassés. Et autres, c'est pas parce que les gens sont avec. Mais ça ne peut pas faire partout. Il y avait tellement. Vous ne vous rendez pas compte. Partout, il y avait des portraits de Assad. Donc voilà. Au niveau économique, c'est pour moi le plus grand défi qui est, ça j'ai aussi écrit un article après mon retour en Syrie, c'était un de mes principales critiques, la question socio-économique est pas assez mise en avant. Il faut savoir qu'il y a 90% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, et les principales concentrations des critiques sont passées sur les destructions et les sanctions. Les sanctions sont un problème, sont un obstacle pour un recouvrement économique, mais il y a des problèmes beaucoup plus structurels. Au niveau de la Syrie, ça c'est pas assez traité. Et le nouveau gouvernement
et dans une totale continuité et approfondissement des politiques passées. Donc malgré, ça c'est un statement fait par le ministre de l'économie syrienne qui dit nous allons passer d'une économie socialiste, donc il parle du régime Assad, à une économie de marché compétitive respectant la loi islamique. Donc c'est une traduction que j'ai faite. Bon, bien sûr, le régime d'Assad n'était pas du tout socialiste, c'était un crony capitalisme, au capitalisme des copains, très néolibéral, austérité. Et il veut aller encore plus loin. Au forum de Davos, avant d'aller au forum de Davos, pour le très libéral, journal de Financial Times, il a une volonté de privatiser, comme je vous disais, aéroports, ports, infrastructures, merci, et autres. Mesures d'austérité. Fin aux diminutions des subventions. Il faut savoir que le prix du pain a augmenté de 400 livres syriennes à 4000 livres syriennes, sans augmentation pour l'instant des salaires. Et ils ont annoncé, mais elle n'est pas effective. Et le prix, ce qui est donné du pain a diminué. Il faut savoir, en Syrie, vous avez le pain, vous allez par exemple à une boulangerie qui appartient à une structure étatique. Vous voyez tous les gens faire la queue le matin. Et c'est devenu pour certains aussi un business. Parce que particulièrement pour les personnes âgées, faire la queue pendant des heures, c'est très compliqué. Donc certains achètent le pain et le revendent 2,5 fois plus. Donc vous voyez partout dans les rues, vendre le pain, donc qui était avant 1500 grammes, maintenant c'est 1200 grammes, et le prix a augmenté. Peut-être ça veut dire le pain que vous donnez dans le plastique, vous en avez 4, 5 ou 10, et ils le vendent dans la rue, un peu partout. De même qu'avant, il y avait des... Donc ça, ils veulent diminuer encore. L'électricité, même chose. Bon, ils ont dit quand même qu'on pourra augmenter l'électricité, on fera. Parce qu'il faut savoir, la majeure partie des CNCN ont 1 à 2 heures d'électricité, dans leur foyer. Ils veulent envoyer ça. Et il y a d'autres volontés d'enlever les subventions. Je vais avancer un peu, je m'excuse, Pipo, j'avance. Diminution du secteur public, donc privatisation de toutes les compagnies d'État, l'industrie et tout ça. Ils font des déficits, on va les liquider. Mais pas simplement, aussi certains font du profit. Mais surtout, c'est un programme à la Thatcher. C'est Thatcher, mode Hay Tahrir Sham. Il y a à peu près, mais on ne sait pas vraiment, parce que les chiffres changent. Sur un chiffre officiel, il y a à peu près 1 million de personnes employées du service public. Il va en liquider à peu près 300 000. Il a déjà commencé une dizaine de milliers. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune méthodologie qui est suivie. Chaque semaine, on entend telle ou telle dizaine d'employés a été virés dans ce département. Une dizaine d'autres dans ce département. Maintenant, il y en a à peu près déjà 10 000. Et c'est une des choses qui, pour l'instant, il y a le plus de manifestations ces dernières semaines, c'est les employés d'État qui manifestent dans différentes régions de la Syrie. Vous avez aujourd'hui, j'ai mis sur la page Facebook, il y avait des travailleurs, par exemple, qui manifestaient avec des slogans aussi en anglais, Workers United Against Injustice, ou d'autres choses comme ça, et qui traversent ces confessions. Donc, ce n'est pas à nier qu'avant la chute du régime, il y avait des emplois d'État qui étaient distribués en fonction de corruption, de loyalisme, etc. Mais là, aucune méthodologie est suivie. On ne sait pas comment les gens sont virés. Et puis surtout qu'il y a des secteurs qui manquent cruellement de personnel, dans l'éducation, dans la santé et autres. Donc vous avez... et c'était un peu le modèle, si vous voulez, de Hay Tahrir al-Sham à Idlib. À Idlib, c'était une petite portion de territoire, mais quand même avec une grosse population. Le nord-ouest, c'était 4 millions de personnes, 4 à 5 millions de personnes, mais ce n'était pas eux qui contrôlaient tout le nord-ouest. Mais eux, ils avaient 8 000 employés, et la majorité des besoins éducatifs et sociaux, c'était les ONG, les organisations internationales qui faisaient. Donc ça, c'est un peu les dynamiques et les défis socio-économiques, et pas assez traités par la grande majorité des CNCM, mais ça reflète aussi l'état de l'opposition depuis plus de 20 ans, où la question est uniquement démocratique, et pas socio-économique. Et pour moi, ça peut reproduire en fait des problèmes qu'il y a eu dans d'autres processus révolutionnaires, dans d'autres pays. C'est une opposition qui reste sur un plan, j'ai envie de dire, idéologique, d'un côté civil, laïque, face à un programme islamique. Et alors que les deux sont d'accord sur le fond, sur la question socio-économique, néolibéralisme. Il n'y a pas de débat sur ce fond. Et ça, c'est très problématique. Mais il y a des... Et là, j'avance. Question que... Merde, aussi ça. Ok, 10 minutes, promis, j'ai fini.
je vais faire un peu le lien. Il y a des nouvelles résistances et je reviendrai à la question que. Donc ça, c'est juste pour la photo, ça c'est la fameuse place Karame, la dignité à Soueda, que je voyais depuis des années en vidéo. Des années en vidéo. Et que depuis 2023, il faut savoir que cette région était déjà un peu en dehors du contrôle depuis 2023. Il y avait des manifestations constantes depuis l'été 2023, à la suite également de mesures d'austérité. Et voilà, donc il y avait avec des aspects démocratiques. Il y a différentes résistances populaires qui se développent, mais la scène politique et cartographique politique a changé depuis 2011. Ce n'est pas du tout les mêmes militants pour une grande partie. Il y a des nouveaux réseaux qui ont émergé. Là, il y a des tentatives aussi au niveau des syndicats d'émerger des associations professionnelles nouvelles. Mais là aussi, on voit des répétitions parfois et c'est pour ça que je parle qu'il y a plus de continuité que rupture avec l'ancien régime. Le nouveau gouvernement de Hayat Tahrir al-Sham a commencé à nommer dans différents syndicats et associations professionnelles leur leadership, comme faisait l'ancien régime. Alors, il y a des demandes, par exemple, dans les associations d'avocats, profession, de dire non, on veut des élections libres et démocratiques en son sein. Certains les ont accusés d'être des foulouls, des anciens du régime, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc ça devient un débat également, donc à voir. Il y a une société civile qui est à reconstruire, mais là, il y a un débat déjà qui commence à apparaître entre ceux qui arrivent de l'extérieur, avec des gros moyens financiers, et qui créent déjà des tensions, et qui sont un peu dans une méthode de dire nous, on a eu les outils acquis à l'étranger, on sait mieux. Et ça pose déjà des problèmes avec des ONG généralement plus petites et qui ont fait, tant bien que mal, ont été actifs sous l'ancien régime, qui est aussi de dire, nous, on a été aussi actifs de manière différente, on a aussi notre expérience. Et ça, c'était quelque chose quand même qui était assez choquant quand j'étais en janvier. C'est vraiment un peu de certains militants et militantes ou des membres de la société civile de l'étranger, un peu donneurs de leçons. Moi, par exemple, c'est pas un cas personnel, c'est pas la question, mais on m'a demandé de faire une conférence. J'ai dit non, moi je viens là pour apprendre. Pendant 10 jours, je veux juste écouter les gens. Je veux juste écouter les gens. Mais d'autres, c'était plus, on va vous apprendre. Et ça crée des tensions à l'interne. Au sein de la société civile, aussi des dynamiques différentes et autres. Il y a l'émergence de nouveaux ou d'anciens partis politiques sur la place publique qui réémergent. Donc ça, c'est relativement intéressant. Et voilà, donc ONG, associations locales, aussi de paix civile. Beaucoup d'échanges. Ça, c'est relativement intéressant. Mais ça dépend des dynamiques des régions, comme je vous ai dit, par rapport à la question sécuritaire. Maintenant, je viens sur la question kurde, plus ou moins rapidement. Là aussi, on voit plutôt continuité plutôt que rupture. Le nouveau gouvernement est dans une continuité de dire on veut toujours un centralisme relativement important de la capitale par rapport au reste du pays. Il faut savoir que la question kurde, elle n'a pas émergé simplement avec le régime baathiste. Il y a eu un problème depuis la naissance et même durant le mandat des principales élites syriennes sur la question kurde. D'ailleurs, les nationalistes arabes, les premières répressions, les plus importantes, c'est durant la République arabe unie sous domination égyptienne. C'est quand l'Égypte et la Syrie constituaient un seul État. Des principales organisations kurdes. Et il y avait ce discours des nationalistes arabes, ce sont les sionistes de l'intérieur, pour dire qu'ils étaient extérieurs à l'entité nationale syrienne. Et des répressions basées sur la question de sur le fait qu'ils n'avaient pas le droit d'apprendre leur langue. Donc vous aviez, en parlant avec des militants, des amis kurdes, ils avaient des réseaux secrets où, voilà, les plus âgés, et il y avait des formations, comment ils apprenaient la langue kurde. Et ça, pardon, j'ai pas fait... donc il y a toute une histoire, et on voit plutôt une continuité, aujourd'hui avec le nouveau gouvernement, surtout sous pression turque, ils veulent mettre fin à toute forme d'autonomie. Surtout que le nord-est de la Syrie est très riche en agriculture et pétrole. D'accord ? Donc il y a des pressions à la fois turques, et la Turquie dispose aussi d'un autre moyen de pression interne, qui est que l'armée nationale syrienne, qui est un proxy, une formation proxy de la Turquie, dispose de plus de combattants que Hayat Tahrir al-Sham. Mais ils sont plus... ça veut dire qu'ils sont beaucoup moins cohérents comme unité organisationnelle. Mais l'armée nationale syrienne dispose de beaucoup de groupes, et ils ont lancé des attaques depuis mi-novembre, mais même d'avant, contre les populations kurdes. Donc vous avez des menaces directement de la Turquie qui se sont multipliées.
mais aussi international. Le retour de Trump est une grande menace pour la question kurde parce qu'il y a un risque d'un deal. Il faut savoir que Afrin, qui était la région du nord-ouest de la Syrie, nord-ouest de la Syrie, a été occupée militairement par la Turquie et il y a eu un changement démographique en 2019, c'était sous Trump. C'était sous pression de Trump. Et le gouvernement actuel, même s'il y a des négociations avec l'autorité autonome du nord-est de la Syrie, refuse tout un certain nombre de conditions. Mais ce qui ne et c'est pas simplement des conditions, par exemple, par rapport à l'armée, ils refusent que les forces démocratiques syriennes, dominées par le pays grec kurde, rentrent comme unité organisationnelle. Ils acceptent des individus. Mais le même problème se pose par rapport au sud de la Syrie. À Dera et à Soueda, ils veulent que les groupes armés rentrent comme individus et non comme unité organisationnelle. Ce qu'ils refusent parce que ça veut dire qu'ils perdent leur rapport de force. Une chose qui est importante, ça c'est à Alep. Donc ça s'appelle le quartier de Ashrafiyeh. Il y a 2 quartiers à Alep encore qui sont sous contrôle de l'autorité autonome du nord-est de la Syrie et des forces démocratiques syriennes. Donc ils sont en dehors du contrôle de l'autorité centrale à Damas. Okay, vous devez aller avec quelqu'un qui est issu de la localité, vous passez un checkpoint. Et ça c'est à Alep. Et c'est aussi pour dire que la dynamique kurde en Syrie est complètement différente à l'Irak. Il n'y a pas de, comme souvent des accusations que vous lisez dans la presse, il y a une volonté d'un séparatisme kurde. Le nord-est de la Syrie déjà est composé de multiples différentes ethnies, cultures. Vous avez à peu près 50-55% de Kurdes. Sinon vous avez des Arabes, des Arméniens, des Assyriaques et autres. Mais surtout la moitié des Kurdes se situe à Alep et à Damas. Donc il n'y a pas de volonté de séparatisme dans ce cadre-là. Et c'est important. Donc, à Shafiyeh, il y a des checkpoints, vous pouvez rentrer, il y a une entrée pour les produits et autres, entre 9h du matin et 9h du soir, sinon vous ne pouvez pas rentrer et sortir, parce qu'il y a des menaces sécuritaires. J'arrive à la conclusion, premier. Entre espoir et défi, j'ai mis cette photo avant d'arriver, parce que ça c'est l'entrée de l'université d'Alep. L'université d'Alep, c'est le premier endroit d'Alep qui a bougé. 4 jours après le début de la révolution syrienne, en 2011, et moi je me rappelle le débat avec des amis ou des autres, c'était, oui mais ceux qui sont, parce qu'en fait Alep a un grand campus universitaire qui accueille des gens de toute la Syrie, du nord-est, etc. Et les gens disaient, mais eux c'est pas des vrais Alepins qui manifestent, c'est ceux de l'extérieur. Et j'avais pris cette photo sur mon blog, Syria Freedom Forever, avec les grosses manifestations de 2011-2012. Donc quand je suis arrivé devant le campus, c'était magnifique de le voir, que j'avais vu pendant des images aussi pendant des décennies. Donc voilà pour la petite histoire. L'espoir d'un avenir meilleur est dans l'air après la chute d'Assad, mais tout sera lié à la capacité des Syriens à reconstruire leur lutte par en bas, à créer capacité d'organisation. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que Hayat Tahrir al-Sham n'a pas encore les capacités ni humaines et militaires et politiques pour tout contrôler. Ce qui permet qu'il y ait un espace organisationnel et un espace démocratique pour s'organiser. Aujourd'hui, vous allez à Damas, il y a 4 conférences par jour. Alors, souvent d'intérêt moyen, ou selon les cas, ça peut être très intéressant, mais vous avez des dynamiques très intéressantes. Par exemple, à Jalamana, qui est une petite ville dont je vous parlais, où c'est un peu... Alors, quand on parle de la campagne de Damas, c'est ce qui est tout autour. Jalamana, c'est une ville de 200 000 habitants avant 2011, majoritairement druzes et chrétiennes, et maintenant qui est 1 million d'habitants, avec des populations qui sont issues des autres régions de Damas campagne qui ont dû fuir la guerre. Eux, ils défendent, et ça c'est au milieu de Damas. Ils ont leurs propres checkpoints avec les unités militaires locales, des jeunes locaux. Ils ont refusé que Hayat Tahrir al-Sham fasse leur défense. Ils ont refusé qu'ils ouvrent leurs bureaux. Ils ont transformé l'ancien centre de conférence du Baas en centre de conférence. Et il y a de manière quotidienne quasiment des activités. Des conférences débats. Avant-hier, ils ont accueilli le retour de l'artiste qui avait fait la fameuse chanson Yahif pour l'assassinat en fait ce qui avait créé l'étincelle de la Samih Shqir en 2011, l'assassinat des enfants de Dera. Il a été accueilli à Jalamana. Il y a des conférences quotidiennes sur tous les sujets et des événements festifs et autres. Et cette ville a proposé, vu que le dialogue national n'était pas inclusif,
a appelé les autres villes à suivre son mouvement de faire une conférence de dialogue national alternative basée sur les forces locales et que les autres fassent de même. Donc vous avez ces dynamiques qui sont très présentes parce que pour l'instant il y a un espace qui s'est ouvert de possibilités d'action. Donc il y a énormément de défis, mais pour la première fois, les Syriens et Syriennes ont la capacité de parler de ces défis ouvertement et d'y faire face dans leur pratique. Donc on est dans un cas, et je promets c'est ma dernière phrase, on est dans un cas typique, je dirais, de phase de processus révolutionnaire continu avec le départ d'un ancien régime, mais pour l'instant changement des structures sociales et économiques de manière radicale, mais une nouvelle élite politique, oui, est au pouvoir. Mais en fonction des aspirations, je dirais, initiales des populations syriennes pour la démocratie, justice sociale et égalité, et c'est ce que j'avais trouvé comme médiation, on va dire, comme solution durant le débat à Alep, où on se situe dans la phase actuelle dans les événements historiques. J'avais proposé comme thème révolution continue, ce à quoi ils avaient accepté, ce que j'étais très content. Et je finirai là-dessus. Merci. Merci pour cette présentation et du coup on va passer aux questions-réponses. Peut-être tu prends 2-3 questions à la fois si ça va et je donne des réponses et on peut un peu discuter. Donc s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. C'est que la première intervention elle est toujours la plus difficile. Alors on a 2 questions, vas-y. Tu parles d'un espace démocratique qui s'est mis en place et puis qui est il y a un peu un gap où la société civile elle peut s'auto-organiser pour en faire des outils démocratiques. Est-ce que tu penses qu'ils sont assez organisés justement pour contrecarrer ce nouveau régime autoritaire qui est en train de se mettre en place, ou est-ce qu'il est encore trop faible? Et puis quels sont les enjeux justement pour qu'ils se solidifient ou qu'ils se nationalisent, etc., qui se répandent? On va prendre encore une question là-bas. Hein. J'ai assez apprécié, comme le budget de la présentation, c'est une critique du régime en place, tout en finissant sur une ministre. Moi, je me demande, en Syrien moi-même, j'entends aussi pas mal de discours autour de moi par rapport au régime de l'HTS, que oui, c'est pas parfait, mais en même temps, c'est un transitoire, c'est très dur de prendre les choses en main. Est-ce qu'en quelque sorte, vous pensez que ça peut aussi justifier en quelque sorte le flou artistique qu'il y a, pas forcément justifié, mais c'est compréhensible, et que ce n'est pas forcément voué à durer, ou est-ce qu'il y a vraiment un problème, disons, structurel et qu'il va encore falloir plutôt de la bataille, disons? Est-ce que ça peut aussi évoluer tranquillement? Prends encore une. Ouais. Vas-y. Ce qui permet de faire passer le mouvement SEVA à un mouvement transnational, à HTS qui est plutôt un mouvement de la volonté nationale. Qu'est-ce qui nous permet de faire ça bascule? Vas-y, tu peux répondre. Moi j'ai juste une question. Comme tu l'as dit, l'idéal ce serait que ce soit vers le bas, mais est-ce qu'il y a dans les discussions actuelles la question des réparations qui est là, où la population est complètement désillusionnée face à ce truc qui est la réparation? Réparation par rapport à ces années d'oppression, aussi cette décennie qui était plus dramatique que celle qui ont précédé, mais c'est vrai que celle qui était avant n'était pas forcément. Mais parce que j'ai vu pas mal de slogans qu'on veut voir Assad à la haie, et du coup je ne sais pas s'il y a, à part cette notion de justice, que les anciens dirigeants soient jugés, il y a cette question de réparation justement de la communauté internationale qui est d'actualité ou pas. Ok. Alors, je commence avec ça. Tu peux répondre déjà. Hein. Donc il y a 2 questions qui sont liées. Je pense à la question de mouvement par en bas et la question en haut, quoi espérer et comment voir les choses évoluer, justice transitionnelle et Hayat Tahrir al-Sham, l'évolution. Sur la justice transitionnelle, la question principale, c'est une question de volonté de justice qui est à la fois une demande des familles des disparus, qui d'ailleurs sur ce point-là, il y a eu beaucoup de critiques envers le gouvernement actuel parce que avant de recevoir la famille des disparus et des prisonniers politiques et autres Syriens et Syriennes, Jolani, Ahmed El-Shara, a reçu la famille d'un disparu états-unien qu'on a retrouvé. Et c'était vraiment montré comme quoi il est beaucoup plus intéressé à gagner en légitimité internationale
que par rapport au local. Et après qu'il y a eu beaucoup de pression, il a été obligé de recevoir, ou en tout cas il a été forcé de recevoir les familles des disparus. Et c'est une demande éminemment de réparation, comme tu dis. Mais encore une fois, pour moi, c'est très important dans une perspective aussi de vouloir en fait empêcher des tensions confessionnelles à se développer, parce qu'il y a aussi une justice qui peut se développer de manière très peu organisée, criminelle. Et c'est un peu un certain nombre d'accusations aussi qui ont été faites lors d'assassinats de type confessionnel, en disant cette personne est de confession alawite, on l'accuse d'avoir été un pro-régime et d'avoir participé, mais en fait pas du tout. On voit que la majorité des jeunes, de jeunes kidnappés et assassinés dans le début des 20 ans. Donc, et en fait, le taxi avec qui ça va faire typiquement orientaliste, mais le taxi avec qui, c'était un ami de mon cousin avec qui je suis monté à Alep, était une personne de confession alawite, issue de la banlieue de la campagne de Homs, et qui avait passé 9 ans dans l'armée du régime, et qui était à Alep en poste. Il dit, mais moi je recevais un salaire de misère, je sais qu'il y a des gens qui ont commis des crimes, on nous accuse tous d'être des collabos, mais on vivait dans la misère. On vivait dans la misère, et lui est parti avec son argent, il nous a laissé, maintenant on a toujours les accusations. Donc la justice transitionnelle est à la fois une nécessité pour la justice, mais également dans la transition politique. Dans la transition politique, pour empêcher justement cette question de tension confessionnelle, mais qu'elle devrait être contre tout le monde. Mais c'est ça le problème, c'est que le gouvernement actuel ne le voudra pas. Mais c'est une demande très très présente. D'ailleurs, il y a même des demandes pour qu'il y ait un ministère pour cela, simplement. Pour les disparus, pour les prisonniers. Parce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est quand même quelque chose d'intéressant, mais de dramatique à la fois, c'est que vous pouviez trouver toutes les archives des prisons au bas du sol, au derrière des institutions pénitentiaires, comme ça. Et même il y a des journalistes, ça a été étrangers, qui ont pris des caisses d'archives avec eux dans leur pays pour les analyser, alors que ça devrait aller pour la recherche des disparus et autres. Donc ça, c'est quelque chose qui a été enregistré et dénoncé par un certain nombre de Syriens et de Syriennes. Mais il y a un cruel manque là-dessus. Pour ta question pour l'évolution de Hayat Tahrir al-Sham, vraiment, encore une fois, je vous invite de venir à cette conférence dans 2 semaines où on ira beaucoup plus en détail. Mais je pense que c'est tout simplement l'évolution à la fois. Les groupes djihadistes ne sont pas des groupes qui sont isolés des dynamiques politiques dans lesquelles on vit. On a souvent une volonté que ce soit de les essentialiser, de les exceptionnaliser, comme quoi ils ne seraient pas prompts à subir des dynamiques politiques. Et ce n'est pas la première fois qu'un groupe djihadiste évolue dans un cadre national. On a pu voir ça en Égypte avec Gamma Islamia, qui était aussi dans une perspective dans le passé transnational, qui s'inscrit maintenant dans un cadre national avec il y a des transitions, ou bien en Libye, ou bien les talibans s'inscrivent complètement dans un cadre national maintenant. Hayat Tahrir al-Sham, c'est aussi par le fait qu'ils ont eu des ruptures idéologiques. D'abord c'était Daesh, ensuite Al-Qaïda, après ils ont fait une rupture avec Al-Qaïda, et aussi parce que simplement ils ont dû gérer des territoires. Et donc, par cette réalité, ils sont obligés d'évoluer. Et aujourd'hui, maintenant, ils sont soumis à des rapports de force différents. Et ils font des tests. Donc il y a cette idéologie qui est toujours présente, mais qui a évolué, qui n'est plus vers l'avant. Mais par exemple, au début de l'année, le 1er janvier, ils ont essayé une tentative de réforme du curriculum scolaire en Syrie, qui a été refusée par la suite. Mais dans un des articles, donc, tout ce qui était gloire à la patrie était remplacé par gloire à Dieu. Mais il y avait un article qui était sur les minorités chrétiennes et juives. Comme quoi, maintenant, leur description devrait être ceux qui se sont éloignés de la voie juste de Dieu. Ça a été annulé par la suite. Mais ils font des tests comme ça. Donc, voilà, c'est la réalité politique qui fait cette évolution. Et il y avait une personne que j'ai interviewée me disait, ils sont très pragmatiques. Ça, c'est leur principale caractéristique. Et d'ailleurs, même en 2021, Jolani, donc Ahmed Shareh, disait à un journaliste américain, nous, on est prêts à collaborer dans la lutte contre l'antiterrorisme. Et selon certaines sources, ils ont donné des points d'information aux États-Unis pour assassiner des cadres de Horace al-Din, donc Al-Qaïda, et de Daesh, à Idlib. Donc ils sont dans cette perspective très grande. Et il me disait, ils sont tellement pragmatiques, si demain on leur dit, vous avez le pouvoir pendant 10 ans, mais vous devez abandonner l'islam, ils acceptent.
Bon, c'était un peu ironique, mais c'était pour montrer à quel point ils étaient pragmatiques. La dernière question du mouvement par en bas et la question par en haut, est-ce qu'ils vont les... Elle est intimement liée. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de défis. La capacité d'organisation, elle part de pas grand-chose. Il faut savoir que c'est quand même 54 ans de dictature, où toute forme d'organisation politique active et organisée était interdite, au niveau syndical, au niveau association et autres. Il y avait des choses qui se passaient sous la table, on peut dire, de manière secrète et autres, des débats, mais c'est relativement compliqué. Donc là, il y a des organisations politiques qui émergent, mais ça reste à un niveau relativement limité. Il y a une volonté d'aller vers là, mais il y a aussi, et c'est pour ça que la question de la justice transitionnelle, la question de la sécurité est importante, parce qu'à certaines régions, c'est simplement très compliqué de faire de la politique, parce qu'il y a des menaces constantes, et il ne faut pas oublier, il y a toujours des combats. Au nord-est de la Syrie, l'armée nationale syrienne et la Turquie continuent à faire des bombardements, à faire des menaces continues sur... Teshrin Dam, le barrage de Dam, voilà, Teshrin, au nord. Il y a des attaques continues, seulement sur des drones, avec des drones et autres. Et puis, même s'il y a des rencontres qui sont faites, il y a un gap, mais qui n'est pas propre à la Syrie, entre une génération, je dirais, qui ont plus que 60 ans, 70 ans, qui a subi quand même 30 ans, 40 ans de dictature, mais qui ont tenu le coup, etc., mais qui... très souvent ont transmission politique plus difficile vers des plus jeunes qui aussi s'organisent, ont leur propre. Mais voilà, il y a des gaps générationnels importants, il y a des gaps de moyens, il ne faut pas oublier. Et ça, c'est aussi un des soucis, je pense, principaux, c'est que les débats actuels autour de la Constitution, autour du dialogue national, la question d'un gouvernement civil ou autre, vont rester essentiellement élitistes, dans le sens seront débattus par une minorité s'il n'y a pas une amélioration des conditions socio-économiques. Et ça, c'est le principal problème, c'est que c'est un gros manque. C'est un gros manque actuellement, quand mon retour en Syrie, quand je suis toujours dans ces débats, qui est actuellement présent. Et donc, une capacité d'organiser plus largement sera dépendante d'une amélioration socio-économique. Mais ça veut dire aussi des combats au niveau des syndicats, des associations professionnelles, mais qui doivent prendre plus de temps. Il y a des tentatives, mais ça reste limité encore. Et là, je fais le lien avec ta question. Quoi penser Hayat Tahrir al-Sham, moi j'avais dit on m'a demandé le 9 décembre, on m'a fait un interview, est-ce que tu es content de la chute du régime Assad? Je dis oui. Est-ce que tu es content de l'arrivée au pouvoir de Hayat Tahrir al-Sham? Est-ce que tu as confiance en eux? Non, pas du tout. Et ce n'est pas une question d'avoir confiance en eux, c'est eux feront des concessions s'il y a de la pression par en bas. C'est aussi simple que cela. Et ils ont fait des tentatives diverses et variées. J'ai parlé du curriculum, on pourrait parler d'autres choses. Sur d'autres considérations, ils ont essayé de faire des tentatives, notamment sur des lois plus conservatrices. Ils font des tentatives, par exemple là, alors c'est pas issu directement du gouvernement, mais c'est issu du ministère des Awqaf. Un membre a dit que, ce qui n'a jamais eu le cas en Syrie, tous les restaurants devraient fermer et tous les vendeurs, disons, de commerce d'alcool devraient fermer durant Ramadan. C'est pour tester. Il y a eu des protestations, donc probablement ça ne se fera pas. Mais donc c'est simplement, encore une fois, moi j'ai aucune confiance. Et toutes les mesures qui ont été prises par ce gouvernement depuis le 9 décembre, c'est en vue de consolider son pouvoir. Je te parlais de l'armée, des services de sécurité. On verra le nouveau gouvernement. Il y a différentes rumeurs et autres, mais le problème principal, c'est que ce soit pour la conférence nationale de dialogue, les personnes choisies, on ne sait pas comment ça s'est fait. Il a annoncé des possibles élections dans 4-5 ans. Mais au-delà de la période d'où cette décision est partie, sur quelle base est-elle partie? Donc c'est le processus pour prendre ces décisions qui pose problème. Et pour l'instant, c'est le seul aux commandes. De même que faire des accords avec la Turquie sur des bases militaires, sans consulter, c'est des questions sur la souveraineté du pays. Donc il pose problème. Et j'ai aussi oublié de dire, mais sur toute la question de l'économie, c'est des questions qui ont des conséquences structurelles sur la vie du pays. Là, ils ont une volonté de revenir
à l'accord de libre-échange de 2005 et 2007 avec la Turquie, qui était une des raisons pour lesquelles une grande partie des SMIs, des petites, moyennes et des entreprises syriennes, avaient été détruites, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire compétition avec les produits turcs. Le premier mois de janvier, on a une augmentation de plus de 45-50% par rapport à janvier l'année passée en termes d'exportation de produits turcs. Alors déjà, c'était compliqué de faire compétition avec les produits turcs avant 2011. Aujourd'hui, c'est de l'ordre quasiment impossible, ce qui va faire que la production nationale va être détruite. Moi, à Alep, quasiment tout ce que je trouvais, c'était des produits turcs. L'eau, il y a de l'eau qui est produite en Syrie. À Damas, il y avait beaucoup de restaurants qui donnaient maintenant de l'eau qui venait de Turquie. Tout ça fait que, encore une fois, Hayat Tahrir al-Sham, grâce, je pense, au soutien notamment des États régionaux, une partie, on va dire, Turquie, Arabie Saoudite, Qatar, dans une phase de consolidation sur les institutions d'État, ils bénéficient encore d'une certaine dite légitimité révolutionnaire pour avoir fait tomber le régime, et c'est eux qui ont porté le slogan « Ceux qui sont victorieux décident ». Mais la capacité de construire un pouvoir par en bas sera le meilleur moyen pour les pousser à plus d'inclusivité, à plus de participation par en bas et autres. Donc là, par exemple, la conférence de dialogue national qui a commencé aujourd'hui a été très fortement critiquée, pas sur le fait qu'elle ait lieu où les personnes choisissent en soi, mais comment le processus s'est fait. Donc voilà, moi je n'ai pas de confiance, aucunement. Et je pense que si les protestations vont augmenter de manière massive, ils utiliseront la force de manière plus importante. D'ailleurs, dans une manifestation d'employés d'État à Tartous, donc sur la ville de la côte, il y a eu des attaques des supporters, mais encouragés par Hayat Tahrir al-Sham. Et il y a aussi un combat idéologique qui est un peu mené par Hayat Tahrir al-Sham. Tout ce qui serait lié, soi-disant, à l'ancien régime, la laïcité, le socialisme, qui n'était aucun de ces deux étaient des caractéristiques de l'ancien régime, sont attaqués par le régime actuel ou leurs supporters. Donc non, aucune confiance actuelle. Et ce qui donne comme concession, c'est passer des pressions populaires par en bas. D'autres questions? J'en ai une. C'était révolution continue pour ce qui est en train de se produire en Syrie. En fait, moi je voulais savoir comment ça se fait que c'est une révolution continue alors que aujourd'hui Tahrir al-Sham qui est au pouvoir et s'est divisé de Daesh et Nusra, qui est fait devenu Tahrir al-Sham, qui aujourd'hui continue de tuer et d'assassiner les Alevis, soi-disant que c'était des anciens hommes d'État. C'est encore eux, dans le passé, qui avaient le sang des Syriens, des Irakiens, et ils n'acceptent pas la démocratie, ils acceptent la charia. Ils ont fait une conférence nationale où ils n'ont pas invité, en fait, à la base ils devaient inviter toutes les minorités, donc ils n'ont pas fait. Ils ont invité seulement les personnes qui étaient dans Tahrir al-Sham et les minorités groupuscules djihadistes. Et c'est comme ça qu'ils ont divisé déjà tous les ministres et tous les cadres de l'État. Donc, comment, par là, est-ce qu'on va arriver à une révolution continue? Comment est-ce que c'est possible? Mais tu viens de répondre à la question. Non, mais en soi... non, pardon, il y a d'autres questions, pardon. Non, le slogan. Je n'ai pas analysé la phase actuelle comme révolution continue, je parlais plutôt d'un processus révolutionnaire continu, dans le sens où, si on remonte les événements et la lutte, l'accumulation de luttes qui a pu avoir lieu depuis 2011, la chute du régime, en partie, est liée depuis 2011, de manière contradictoire, comme j'ai pu l'expliquer. La disparition de l'ancien régime permet un espace politique qui permet une plus grande possibilité, de facto, aux populations de s'organiser. Avec des défis, certes, toujours présents et des choses. Et c'est justement parce qu'ils n'ont pas accompli les objectifs initiaux que je parle que le slogan peut être révolution continue. Et dans ce cadre-là, bien sûr, beaucoup de gens disent que le combat continue de manière différente, que ce soit d'ailleurs d'orientation politique, idéologique différente, mais sont dans un combat continu. Mais ce qui n'est
Et c'est pas du tout, et quel que soit l'avis qui est posé sur Hayat Tahrir al-Sham. D'ailleurs, dans beaucoup de mes discussions avec des militants, des membres de la société civile, des chercheurs et autres en Syrie, quelle que soit leur orientation envers Hayat Tahrir al-Sham, plutôt une critique modeste, une critique plus forte ou très importante, toutes et tous étaient d'accord qu'il faut constituer une société civile forte, et pas société civile dans le sens simplement ONG, société civile dans un sens, on va dire, plus gramscien, tout ce qui est en dehors des capacités organisationnelles de l'État, la structure de la société civile, constituer un contre-pouvoir fort pour empêcher une nouvelle forme d'autoritarisme. Donc au-delà de la structure, certes, comme je l'ai dit, conservatrice, réactionnaire de Hayat Tahrir al-Sham, cette capacité d'organisation s'est étendue en Syrie. Et donc les capacités de résistance augmentent. Et pour l'instant, le programme en soi, idéologique, initial de Hayat Tahrir al-Sham, mais qui a beaucoup évolué, ne peut pas se mettre en place actuellement. Ne peut pas. Tout simplement parce qu'il y a l'incapacité de son côté et parce qu'il y a des résistances de l'autre côté. Mais que ce soit sur le niveau économique, politique et autres. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'au niveau économique, et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de changement structurel au niveau socio-économique, c'est qu'ils ont fait des deals avec des anciens grands businessmen de l'ère Assad. Donc Mohamed Hamchou, qui était un allié de Maher al-Assad, le frère de Bachar, est toujours à Damas, toujours son business qui marche, et d'autres. D'ailleurs, la majorité, ce qui est intéressant, j'avais fait un papier juste avant la chute du régime là-dessus, sur l'élection des chambres de commerce en Syrie, la grande majorité des membres qui ont été élus, avec des guillemets, en novembre 2024, au début novembre 2024, en Syrie, sont les mêmes aujourd'hui. Et ils sont tous allés voir Jolani, maintenant, de manière similaire. D'ailleurs, dans une autre conférence où j'avais été dans le cadre de mon travail professionnel, tout un certain nombre de businessmen qui étaient présentés comme des gens qui avaient leur entrée au palais présidentiel sous l'ère Assad. On s'est rencontrés à Bruxelles, on avait eu des débats sur le recouvrement économique, ont été reçus par Jolani. Non, une personne, j'ai été la voir à Damas pour savoir quel était son avis, les débats et tout. Donc, il y a beaucoup de continuité, plutôt de rupture. Juste sur la conférence de dialogue national, non, c'est pas vrai qu'il n'y a que des membres djihadistes. Et il y a différentes personnes qui sont présentes, et même issues des minorités confessionnelles. Mais il faut faire juste attention à une chose, parce que ça c'est aussi quelque chose qui est très critiqué au sein de la Syrie, et que je partage cette critique, c'est qu'il ne faut pas présenter les minorités confessionnelles en Syrie comme séparées des dynamiques sociétales plus larges, comme s'ils auraient des droits différents. Ce qu'ils demandent pour la grande majorité, c'est des droits de citoyens égaux. Parce que ça a été des remarques faites par notamment ministres des Affaires étrangères allemandes et français. Premier jour à Damas, oui, il faut faire attention aux droits des minorités chrétiennes, alaouites. Et c'était un peu... on se retrouve au début du XXe siècle, avec la question d'Orient, des chrétiens d'Orient, et ça a été très mal perçu, et ça a été dénoncé. Et moi, je m'inscris dans cette critique, c'est de ne pas faire... Parce qu'en plus, c'est utilisé de manière interne. Je pense qu'il faut inscrire la question des minorités dans les droits plus largement des citoyens et des citoyennes, qui est absolument nécessaire. Donc voilà, ce qu'il faut dire, c'est une phase contradictoire. Et c'est pour ça que je trouve que le slogan, au-delà de peut-être connexion idéologique que je pourrais avoir, révolution continue me semble le bon slogan actuellement, parce que justement, ça montre l'incomplétude du processus révolutionnaire. J'espère que ça répond à ta question. D'autres questions? Oui. C'est une question relativement ouverte, mais vous avez mentionné que le Sud n'était pas complètement sous le contrôle de la centrale. Pareil pour le Nord-Est. Ouais. Quels sont les rapports de force, les intérêts mutuels à œuvrer à une unité du pays, ou au contraire une désunion? Non, et je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pardon. C'est très intéressant parce que là aussi on voit que
l'aspect théorique et pratique, et c'est un cas d'exemple très intéressant, dans le sens où aujourd'hui on a beaucoup des membres de la société civile qui sont devenus des spécialistes de Max Weber en Syrie, sur la nécessité du monopole de la violence dans les rangs de l'État, et donc soutenir le fait que ces milices locales devraient rentrer au sein de l'État parce qu'il faut une monopole de la violence d'État. Oui, certes, dans un futur proche, mais lointain, cela est peut-être nécessaire, mais ça pose des questions. En fait, ça reste une clé de négociation pour ces acteurs. Ces acteurs, dans leur globalité, sans exception, n'ont pas dit qu'ils sont contre leur entrée dans une future armée syrienne. Ce qu'ils posent comme condition, c'est quel processus de transition, qui n'est toujours pas clair, quel calendrier démocratique, et surtout, on ne rentre pas dans une nouvelle armée syrienne qui, pour l'instant, a en fait simplement intégré des groupes armés dans lesquels vous étiez les principaux représentants, et l'armée nationale syrienne, dont un certain nombre sont coupables de crimes de guerre, notamment à Afrin. Et donc là, c'est pour ça qu'ils refusent pour l'instant. Disons, et c'est la même chose pour la position de l'autorité autonome du nord-est de la Syrie, qui dit on ne refuse pas, on est pour l'unité de la Syrie, mais il faut une phase de transition avec des aspects clairs et des garanties. Parce que de facto, si vous faites rentrer ces groupes armés en tant qu'individus et non unité organisationnelle, ils perdent leur carte de négociation. Et dans ce cadre-là aussi, c'est un long débat qu'il y a depuis plusieurs années. Et encore une fois, je pense qu'il y a plus continuité que rupture. Il y a une grosse demande parce que, à travers ces 14 dernières années, il y a des régions de la Syrie qui ont connu des phases d'auto-organisation, pas toujours parfaites, avec des conseils locaux et autres, mais une volonté de décentralisation qu'il faudrait définir sur quelle responsabilité au niveau local, mais une volonté de plus participer aux décisions quotidiennes de leur gouvernorat et surtout en dehors des principales villes économiques qui ont subi un sous-développement, particulièrement le nord-est de la Syrie, le sud de la Syrie et autres. Donc tous ces débats se rejoignent sur la question de l'armée et des milices locales. En fait, voilà, c'est une claire demande de quelle phase de transition, qui n'est toujours pas claire. Et pour eux, ce serait perdre une carte de négociation, tout simplement, sans garantie pour leur avenir. Et c'est encore plus le cas c'est même pas encore plus le cas, mais pour la question nationale kurde, elle prend tout son sens, parce que les déclarations faites par, que ce soit les ministres de Hayat Tahrir al-Sham ou de la Turquie, ne vont pas dans un sens de garantir les droits nationaux kurdes du tout. Donc voilà, non, et là on voit, de nouveau encore, c'est intéressant de voir cette question de théorie, monopole de la violence légitime, entre guillemets, dans les mains de l'État, et dans la réalité, ça devient une carte de négociation pour permettre un changement de la nature de l'État vers plus de décentralisation, mais aussi de garantir un processus démocratique dans ce sens-là. D'ailleurs, c'est intéressant que vous regardez à Soueda, c'est tous des milices locales, avec leurs propres sigles et autres. Mais encore une fois, vraiment pas dans une volonté de séparatisme. D'ailleurs, il y a des tentatives, ce qui est intéressant de regarder, parce qu'il y a des populations druzes en Israël. Netanyahou a fait des déclarations comme quoi nous allons protéger le sud, notamment Soueda, qui est majorité druze. Ils ont fait des déclarations toutes, sans exception, la grande majorité des groupes de Soueda, pour dire nous ne sommes pas séparatistes, nous ne voulons pas de l'aide d'Israël, nous faisons partie de la Syrie. Donc voilà, c'est des questions très concrètes qui ont lieu aujourd'hui. Der'a, c'est des dynamiques un peu différentes, aussi au niveau local. Le groupe armé principal avait été accusé d'être aidé par les Émirats arabes unis, Russie et autres, et il y avait eu des accords de réconciliation, donc c'est différent. D'autres questions? On peut s'arrêter là aussi. Bon, si ce n'est pas le cas, on te remercie un Non, moment. non, On peut l'applaudir.